Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Contre-champ. Notre invité aujourd'hui, Renaud Keudgen, coordinateur au RATAV. Le RATAV, c'est le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. Renaud Keudgen, bonsoir, merci d'être des nôtres en ce studio. On va revenir sur cette marche citoyenne de dimanche entre le potager Saint-Germain à Soiron et la ferme dans l'assiette à Aulne. Alors, énorme succès populaire, plus de 700 personnes. Pour soutenir les maraîchers de la province de Liège. Rappelons qu'ils sont menacés par la concentration en métaux lourds des sols. Alors, succès populaire, ça fait chaud au cœur. C'est incroyable, ça fait du bien, c'était l'essentiel. C'était l'objectif avoué de cette marche. C'était, oui, mettre le focus sur la réalité du maraîchage et des maraîchers. Et donc ramener les gens, leur dire il faut soutenir nos producteurs locaux, quoi qu'il en soit. Donc oui, il y a cette problématique des métaux lourds, il y a eu les inondations pour certains. Ici, il y a quelques semaines, il y a eu des tempêtes, des vents, il y a des serres qui se sont détruites, etc. Et donc en fait, c'est remettre le focus sur la relocalisation de notre alimentation. Et pour ça, il faut soutenir nos producteurs. Alors on va revenir sur la problématique des métaux lourds, qu'on comprenne, parce qu'on en entend effectivement beaucoup parler, ici même sur ce plateau. C'est quoi cette problématique? Donc dans les sols de notre région, il y a la présence de métaux qui impactent la qualité des produits que les maraîchers cultivent? Alors je ne dirais pas que ça impacte la qualité, mais en tout cas, donc, il y a du cadmium et du plomb qui sont issus donc, de l'activité industrielle de notre région. Donc, c'est une pollution qui date depuis 150 ans, dont on ne peut rien aujourd'hui. C'est la nature du sol aujourd'hui. Et donc, ces métaux lourds peuvent, le cas échéant, être transférés dans les légumes. Et donc, du coup, selon la concentration que vous avez, vous allez consommer un peu de cadmium ou un peu de plomb. Après, on ne sait pas exactement quels sont les risques pour la santé. Vous savez, il y a une différence entre le danger et le risque. Quand vous traversez une route, il y a un danger. Il y a des voitures, il y a un danger. Maintenant, le risque est plus grand si vous êtes sur une autoroute, où il y a beaucoup de voitures, ou si vous êtes sur une route de campagne. Et là, on ne sait pas situer exactement le risque. Il y a une espèce de boîte noire. Personne n'est arrivé avec un rapport disant, voilà les risques réels pour la santé, les risques de développer un cancer du rein ou je ne sais quoi. Donc du coup, on se dit, nous, OK, il faut quand même remettre le risque à sa juste valeur et dire, voir la balance du bénéfice du légume consommé et le risque qui est à côté. Et on pense que nous, la balance bénéfice est beaucoup plus grande. Et donc, du coup, vous avez un légume qui contient des bonnes choses, des minéraux, effectivement, mais aussi des vitamines, plein de bonnes choses. Donc, des vitamines, vous les consommez, ça vous fait du bien. Faut pas négliger ça. C'est de l'emploi local. C'est pas des légumes qui viennent de loin, donc vous favorisez l'emploi local. Vous allez contre le réchauffement climatique, justement parce que ces légumes ne viennent pas de loin. Et donc, vous créez un cercle vertueux quand vous continuez à aller chez votre producteur et à consommer ces légumes. Donc voilà, nous, c'est là qu'on veut remettre en perspective, en fait, ces normes européennes qui sont dictées par l'Europe, qui sont très loin, évidemment, du territoire, du bassin dans lequel on vit, le bassin de la Meuse et de la Vestre, qui sont principalement ceux-là qui sont impactés. Et donc remettre cela en perspective pour effectivement encourager les gens à continuer à consommer des légumes surtout. Oui. Alors précisément, si vous dites que ces métaux lourds sont là depuis très longtemps, depuis l'époque du passé industriel et qui a fait toute la richesse de notre région, mais pourquoi est-ce que cette problématique-là arrive maintenant ? Ça, c'est étonnant. Donc, ça veut dire, oui, il y a une espèce de boîte noire au niveau européen. On a lancé des parlementaires pour qu'ils puissent essayer de trouver les informations. Et on n'a pas ces informations-là. Donc, il y a une boîte noire qui ne nous permet pas de comprendre comment réellement sont fixées ces normes. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Les normes, elles ont diminué. En 2009, l'Union européenne a annoncé en 2009 que ces normes allaient être abaissées. En 2014, les gouvernements sont censés prévenir les agriculteurs de l'abaissement de ces normes. Et c'est seulement en 2019 que les contrôles commencent, mais les agriculteurs n'ont pas été mis au courant, etc. Et donc, le potager de Saint-Germain, qui est un des premiers, finalement, à avoir été mis un peu dans cette tourmente, se retrouve là-dedans. Et puis ici, donc, à l'automne dernier, la ferme dans l'assiette se retrouve aussi avec des dépassements. Mais voilà, énormément de maraîchers, tous les maraîchers que je connais, finalement, eux, ils font des analyses de sol pour savoir si ça se passe bien, s'ils peuvent produire, s'ils peuvent démarrer leur exploitation. Souvent, ils ont une analyse de sol qui est correcte. Et donc, ils commencent à produire. Malheureusement, le fait que vous ayez une analyse de sol n'est pas garanti qu'il n'y aura pas une concentration
un risque de concentration dans vos légumes. Mais bon, là, le maraîcher, lui, il ne peut pas vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête et dire je vais produire des légumes, je vais devoir les faire analyser une fois qu'ils seront sortis de terre, juste avant de les vendre et voir si je peux les vendre ou pas. Non, il ne peut pas, parce qu'il va faire tout le boulot. Et puis au bout du compte, il ne sait pas s'il va être payé ou pas. Donc ça, c'est intenable. Et donc si on veut relocaliser, là, il faut vraiment réfléchir à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de ces légumes une fois qu'ils dépassent la norme ? Ils doivent être détruits. Donc c'est la demande. Donc ils sont détruits. Ils doivent être détruits. Ouais. Ce qui explique aujourd'hui que les maraîchers sont dans une situation intenable financièrement parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Si le maraîchage, l'intérêt du maraîchage diversifié sur petite surface, c'est de produire de manière intensive, justement, sur 1 hectare. Souvent, on a plus ou moins 1 hectare pour les maraîchers, comme ça, en circuit court. Ce sont des gens qui mettent une variété, une diversité de légumes au mètre carré qui est très grande. Souvent, ils font des associations. Donc, un légume va favoriser l'autre et ils s'entraident et ça régénère les sols. Donc, j'aurais tendance à dire que le maraîcher, il cherche finalement à dépolluer. Il régénère les sols de par son travail aujourd'hui. Donc, on devrait plutôt l'encourager, le favoriser. Mais dans le cadre qui lui est donné actuellement, effectivement, économiquement parlant, c'est pas tenable. Si aux yeux de l'AFSCA, parce que c'est l'AFSCA qui a réalisé ces contrôles, un légume d'un maraîcher est impropre à la consommation parce qu'il dépasse les normes, alors il est mauvais aussi ce légume chez le voisin qui le cultive d'une manière tout à fait familiale ? Mais voilà, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées par les régions wallonnes. La conclusion de ces enquêtes, Sanisol, c'est de dire que dans le cadre d'un potager privé, le risque n'est pas prouvé. Et donc, vous pouvez consommer les légumes de votre potager. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison pour nous qu'on ne puisse pas consommer les légumes du maraîcher qui est à côté de chez nous. Je considère, moi, personnellement, que les gens qui font vraiment leur potager, les passionnés du potager, je pense qu'ils consomment même plus de légumes que les gens qui achètent chez les maraîchers en circuit court. Parce que ce sont des vrais passionnés qui sont conscients du bienfait de l'apport d'un légume et de la verdure. Donc du coup, je pense qu'il faut aussi là mesurer un peu les choses et donc vraiment qu'il y ait une communication claire, là je pense de la région wallonne, qui doit être faite pour vraiment encourager les gens et dire non, le risque il n'est pas plus grand dans votre potager que chez le maraîcher. Maintenant, voilà, on est dans un imbroglio, il faut être honnête. Les normes, elles sont dictées par l'Europe, ce sont des normes commerciales, d'accord ? Donc c'est pour ça que vous pouvez consommer vos légumes privés, vous ne les vendez pas. Les normes, c'est des normes commerciales, c'est au-dessus de ces normes, vous ne pouvez pas vendre. Le maraîcher, il peut les consommer, mais il ne peut pas les vendre. Et donc c'est là toute l'aberration. Après, c'est au fédéral, l'AFSCA dépend du fédéral, l'AFSCA fait son boulot. C'est là votre combat aujourd'hui, c'est de porter cette thématique au niveau politique, parce que c'est là que ça va se décider. Voilà, donc tout le travail et la raison de cette marche, c'est de toucher les citoyens, effectivement, et de voir si on arrive à mobiliser les gens. C'est le cas. C'est le cas. Voilà, plus de 800 personnes, c'est le cas. Les citoyens sont là et ils ont envie que ça continue et que ça avance. Depuis la conférence de presse qui a eu lieu le 13 janvier dernier, il y a un travail de fond qui est fait en lien avec le politique. Donc le cabinet de Céline Tellier prend les choses en main, nous dit être en relation avec le cabinet Boursu à l'agriculture. On a eu des réunions, on a participé à plusieurs réunions avec ces deux cabinets-là, des gens du SPE, SPE Santé, SPE Agriculture, mais aussi l'AFSCA. L'AFSCA était présente. Et donc, on a reçu le signal d'une réelle volonté de bouger, d'accord ? Une réelle volonté d'avancer. Aujourd'hui, on n'a rien sur la table, concrètement, mais il y a une réelle volonté d'avancer. La première volonté, c'est de faire une recherche, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie recherche-action qui soit financée par la région wallonne pour essayer de comprendre mieux ce qui se passe et peut-être d'avancer aussi dans les techniques éventuellement qui vont permettre aux maraîchers d'éviter éventuellement ces concentrations dans les légumes. Mais voilà, il faudrait en parallèle qu'il y ait aussi une recherche, un biomonitoring de la santé, pour savoir quels sont les effets. Ce qui est proposé d'ailleurs. Voilà. Le bourgmestre de Olne, Cédric Alain, a justement proposé que cette recherche de tests auprès de la population, à titre tout à fait volontaire, c'est bien cela, mais de voir, tiens, dans mon corps, est-ce qu'il y a la présence de métaux lourds ou pas ? Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut appliquer des normes. Nous, on ne veut pas appliquer des normes pour appliquer des normes. On veut comprendre. Oui. Sinon, on n'avancera pas. Et donc, il faut effectivement travailler du côté du maraîcher pour voir
comment éviter ces concentrations, mais il faut travailler côté santé pour comprendre quels sont les effets réels. Est-ce qu'il faut consommer 15 kilos d'épinards par jour pour risquer quelque chose? Je veux dire, la concentration en cadmium, elle est plus grande dans votre cigarette que dans ces épinards ou dans des choux frisés. Et quelqu'un qui fume, désolé, il consomme sans doute plus de cigarettes que d'épinards ou de choux frisés ou de mâches. Donc du coup, je me dis, là aussi, encore une fois, c'est la juste mesure des choses qu'il faut trouver. Combien de maraîchers sont concernés par cette problématique? Et où sont-ils situés? J'ai pas de chiffres, mais donc tous les maraîchers ne sont pas concernés, c'est clair, et ils sont concernés vraiment à divers niveaux. Donc certains vont, c'est très difficile, hein. Certains vont avoir des sols qui sont, selon les analyses, pas pollués, mais peuvent quand même avoir des concentrations dans certains légumes. Selon l'endroit où vous vous retrouvez sur le terrain, on ne comprend pas toujours encore. Donc c'est pour ça que cette recherche est très importante. Maintenant, il est clair que ce sont les zones historiquement industrialisés qui sont les plus impactés. Et donc forcément, le bassin de la Meuse, le bassin de la Vesdre, le sont plus. Ici, sur l'arrondissement de Verviers, oui, les usines textiles, etc., il y a eu des pollutions. Et donc forcément, tous les flancs de cette zone-là sont impactés. Et donc à Olne, oui, il y a eu des usines, l'usine Préyon, etc., qui ont impacté l'environnement. Oui. D'où peut-être l'importance d'inciter les maraîchers à procéder à des analyses de sol qui sont pour le moment assurées par la région wallonne, d'un côté, par la province de Liège également. La province de Liège a mis un outil super efficace et super important. Il existe depuis quelques années et il continue. Donc, les maraîchers qui débutent peuvent effectivement faire leurs analyses de sol. Donc, c'est un premier point. C'est essentiel de commencer par là, ça c'est évident. Maintenant, voilà, ça ne suffit pas et donc c'est pour ça qu'on demande vraiment à la région wallonne d'aller plus loin dans le schéma parce que sinon on risque de bloquer le démarrage de nouveaux projets. Or, c'est vraiment un mauvais signal. On a besoin de nouveaux projets, donc il faut vraiment encourager encore des gens qui voudraient se lancer à se lancer. Alors, cette thématique, Renaud Keutgen, nous amène à élargir le débat et effectivement à reposer la question de l'importance du circuit court qui a pris un essor extraordinaire au moment du confinement. Tout le monde se ruait dans ces magasins circuit court. On a un peu l'impression que l'essor est un petit peu retombé. Est-ce que ça séduit toujours autant le consommateur ? Alors c'est vrai qu'au début du confinement, il y a eu un boom incroyable. Ça, c'était colossal. Je pense que la plupart des commerçants, que ce soit les épiceries au champ, les épiceries de village, les épiceries à la ferme, ils ont fait fois 1,5. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Il y a eu un boom. Et puis, c'est en juillet dernier, surtout que c'est fort redescendu. Juin, juillet, qui est une période toujours assez calme. Bon, là, les gens partent en vacances, etc. Ici, au niveau du Covid, en tout cas, on relibérait un petit peu. Et on se rend compte qu'en septembre, les gens ne sont pas nécessairement revenus au même niveau qu'avant. Et donc, voilà, on a senti un ralentissement. Maintenant, on n'a pas vraiment d'études sérieuses qui nous permettent de dire, voilà, la chute du chiffre d'affaires dans le cas des circuits courts, etc. Non, on ne l'a pas. Maintenant, voilà, je crois qu'il faut, avec tout ce qui se passe dans le monde, etc., il faut réencourager les gens à revenir. Et donc, voilà, je crois que l'objet de cette marche, c'était ça aussi. C'était remettre en valeur finalement nos producteurs. Et d'ailleurs, il y avait de nombreux producteurs qui étaient présents. Et pas que des maraîchers, hein, des producteurs de lait, des producteurs de viande, j'en ai vu. Ils étaient là et ils étaient solidaires, clairement. Donc le monde agricole, je pense, est solidaire de ce qui se passe parce qu'il est vraiment important de redonner la confiance aux consommateurs. Les coopératives sont toujours aussi nombreuses ? Les coopératives sont toujours aussi nombreuses. On n'en a pas encore perdu en route. Hein, donc parce que l'accès à la terre, lui, est de moins en moins évident quand même. On y travaille. On y travaille aussi. Il est de moins en moins évident. Nous, on a une réflexion sur la transmission des fermes. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'on sait que alors, j'avais l'habitude de dire dans les 10 ans qui viennent, mais le temps s'amoindrait. Hein, donc, peut-être dans les 8 années qui viennent, on sait qu'on a un paquet de fermes qui vont être à remettre. On sait qu'il y a plein d'agriculteurs qui vont arriver à la retraite. Et donc là, il faut vraiment qu'on ait une politique volontariste pour tenter de conserver nos outils agricoles. Vous parlez précisément des exploitations agricoles. Alors, entre 1980 et 2019, je reprends les chiffres, en Wallonie en tout cas, le nombre d'exploitations agricoles est passé de 37 843 à 12 733. C'est absolument effrayant de voir cette statistique. Et alors, la taille des exploitations aussi a profondément changé. On passe de 21 hectares à 58 hectares. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins d'exploitations agricoles, mais quand il y en a une, elle est de plus en plus grande. Voilà, c'est le modèle. Ça s'explique comment ? C'est le modèle qui nous est proposé par le système, par l'Europe. Et donc voilà, un agriculteur qui veut s'en sortir aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut grossir.
toucher des primes, c'est la réforme de la PAC, etc. Ça touche à plein de choses. Nous, on pense qu'on a encore une multitude de fermes à taille humaine ici sur le territoire de l'arrondissement de Verviers. On pense que nous devons les conserver. Notre idée à nous, c'est vraiment d'essayer d'encourager la diversification dans l'agriculture, pas la monoculture. On a des exemples d'agriculteurs qui ont diminué leur nombre de vaches, par exemple, et qui font de la transformation à la ferme alors, et ça, qui gagnent du temps, qui libèrent des hectares aussi pour produire éventuellement l'alimentation de leur bétail eux-mêmes, plutôt que de faire venir ça de loin. Donc il y a des exemples, il y a des modèles qui existent, et on doit travailler pour encourager cela, et aussi encourager la reprise de ces fermes. Donc c'est-à-dire que ces reprises ne vont pas se faire nécessairement au sein des familles d'agriculteurs. Donc il faut permettre à des gens qui ne sont pas issus du monde agricole de rentrer dans ce monde agricole-là et d'avoir accès à ces fermes, accès à la terre. Et donc on travaille aussi sur des projets qui permettraient de décaler le poids du foncier et le poids de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas issu du monde agricole, qui devrait s'acheter des terres, plus s'acheter les outils qui vont avec, donc les bâtiments, les outils, etc., c'est juste impossible. Et donc il faut qu'on arrive absolument à décaler dans le temps le poids financier de ces investissements et pour le foncier et pour les bâtiments et les outils agricoles. On est en train aujourd'hui de mettre sur pied un projet qui s'appelle, ou qui va sans doute s'appeler Coopterre. Donc Coopterre, il y a la coopérative et la terre, c'est transition entrepreneuriat agricole, TER. L'objectif, c'est quoi ? C'est de réunir les entrepreneurs de notre arrondissement. Les entrepreneurs qui sont dans l'alimentation dans un premier temps, c'est des Spadel, c'est des Cormans, c'est des Deutry, c'est des Cafés Liégeois, c'est des Herves Société, Terre de Fromage maintenant. Ces gens-là, ils sont dans l'alimentation sur notre arrondissement. Si on veut réussir la transition sur notre arrondissement, on doit emmener tout le monde avec nous et tout le monde doit réfléchir. On va regrouper ces gens-là dans un seul projet, une seule coopérative. On va réunir avec eux un budget qui sera privé et lancer un appel à projet. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui sont là, mais ils ont peur de se lancer, ils n'ont pas les moyens financiers. On espère, à la rentrée en septembre, lancer cet appel à entrepreneurs, à projets, sur l'alimentation, pour relocaliser notre alimentation. Et donc, le prix sera directement un soutien financier pour les meilleurs projets qui pourront du coup démarrer et essayer effectivement de décaler le poids financier du lancement d'un projet. Souvent, les entrepreneurs qui se lancent, les premiers mois, ils travaillent pour rien, les premiers mois, voire les premières années. Une entreprise, souvent, elle est difficilement rentable. Et donc, il faut absolument les aider pour arriver à faire aboutir ces projets-là dans le temps. Oui, entreprises de grande taille, vous les avez citées, petits producteurs, main dans la main pour la défense d'un seul territoire ? C'est l'objectif. Je pense que si on veut réussir la transition sur l'arrondissement de Verviers, eh bien, on ne doit pas se focaliser uniquement soit sur les petits bobos agriculteurs, fumeurs de joint, j'ai tendance à dire, ou les grosses sociétés. Non, on doit absolument essayer de fédérer et de réunir l'ensemble de ces acteurs. On le fait à plusieurs niveaux. Donc le RATAV, le réseau alimentaire, on essaie de mettre sur pied un conseil de politique alimentaire, un CPA. On le fait là pour réunir une diversité d'acteurs qui auront leur mot à dire et qui pourront agir comme un conseil de politique alimentaire au niveau de l'arrondissement. Donc si un projet veut se faire, ce conseil-là pourra éventuellement émettre un avis pour aider le politique à prendre des décisions. Donc ça, c'est un aspect. On travaille aussi sur le terrain, c'est-à-dire on rencontre ces entrepreneurs-là pour mettre ce fonds sur pied. Et puis après, le troisième volet, c'est la demande, c'est la sensibilisation. Et donc là, notamment, avec les collègues de la coopérative Inventaire, on travaille sur le festival Nourrir Verviers, où l'objectif principal, c'est quoi ? C'est justement de mettre en valeur tout ce qui existe déjà. Parce qu'en fait, il y a une multitude de choses qui existent, mais on a tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs et oublier ce qui existe chez nous. Eh bien, ce festival, fin juin, pourra effectivement remettre en lumière tout l'existant. Alors précisément, il est en phase de préparation, ce festival. L'enjeu est énorme et vous venez de le dire à travers vos propos. L'initiative ne vient quand même pas de ces grandes entreprises, ou si ? L'initiative pour le festival Nourrir Pour le festival ou pour cette nouvelle dynamique ? Est-ce qu'il s'agit de les convaincre ou le sont-ils déjà à l'heure où l'on se parle ? Alors, moi je pense que l'initiative, elle ne vient ni du RATAV ni de ces grandes sociétés, elle vient des deux. C'est-à-dire que oui, le réseau alimentaire, dans le cadre de son travail, a ces ambitions-là. Mais en fait, on était déjà contacté par des sociétés qui ne savent pas nécessairement comment faire et qui veulent aller plus loin. Et donc, en fait, on fait juste la réunion de réflexion qui, pour l'instant, sont en parallèle. Elles sont là, de part et d'autre. Les sociétés, elles savent bien où va l'avenir. Elles savent bien qu'on va dans le mur.
et elles doivent absolument mettre sur pied tout un nouveau système pour faire en sorte de devenir plus vertueuses, de respecter des contraintes économiques, mais aussi du coup environnementales et sociétales. Du coup, c'est vraiment important qu'ils trouvent des partenaires qui leur permettent d'avancer dans cette voie-là. Ben voilà, plutôt que de réfléchir en parallèle, nous on va essayer de se faire croiser les chemins et essayer d'avancer ensemble pour être plus efficace. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un modèle existant pour échafauder, je dirais, ce nouveau modèle économique? Je sais qu'au Québec, par exemple, les producteurs maraîchers, pour parler d'eux, ont appris à être voisins de grandes sociétés industrielles et visiblement le mix se passe plutôt bien. Il y a un modèle existant qui vous inspire? On ne s'inspire pas que d'un modèle, on s'inspire d'une multitude de modèles. Il y a plein de choses qui se font en fait un peu partout, en Europe, au Québec effectivement. Donc là on est dans le secteur de l'économie sociale, C'est clair que le Québec, la Wallonie pour ça se répondent très très bien et que ça se développe très bien. Moi-même je suis un enfant de l'économie sociale et donc voilà, on est attentif à plein de choses. Après, c'est très compliqué de voir tout ce qui existe. Maintenant, notre enjeu à nous, c'est d'arriver, suite à avoir vu tout ça, avoir compris, lu, etc., de faire quelque chose qui est adapté à notre environnement ici sur l'arrondissement de Verviers et de pouvoir avancer en fonction de notre réalité, qui n'est pas la même, évidemment, que celle des Québécois ou d'ailleurs en Wallonie. Le festival Nourrir Verviers, vous en avez levé un coin du voile. Concrètement, ça va être un festival à part entière. Ça va se passer comment? Donc un festival pendant une semaine, du 20 au 26 juin. On va mettre en lumière tout ce qui existe au niveau des circuits courts alimentaires. Donc on encourage les maraîchers qui ont leur jour d'ouverture à mettre leur jour d'ouverture dans le programme. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, de faire encore plus que d'habitude, non. C'est déjà de montrer l'existant. Après, on sait, sur le Pays de Herve, par exemple, que certains maraîchers ont décidé de faire une boucle à vélo. Donc, il y aura une journée où les gens pourront faire une balade à vélo et se balader de projet de maraîchage en projet de maraîchage. Ici, nous, en tant que Ratave et Inventaire, on va se focaliser un peu plus sur Verviers, Verviers Centre, faire des animations avec le monde associatif de Verviers. Et donc, sur la place verte, y installer pendant plusieurs jours différentes activités pour aussi toucher, faire venir les publics à Verviers, mais aussi toucher le public de Verviers. Et le public répond. Quand on voit les 800 personnes dimanche, il y a une attente, un espoir ou un espoir déchu? Non, il y a un espoir. Il n'est pas déchu. Bon, après, on sort d'une période qui est très particulière. Oui, on vient d'en parler, effectivement. Cet abandon du boom pour les circuits courts, il est là malgré tout. Mais en même temps, on ressent chez les gens un besoin de se retrouver. D'accord, et de se retrouver sur des thématiques qui font sens. Et là, je pense que la thématique, elle fait sens. Et donc, je pense que le timing, même si effectivement on a reconnu une baisse dans les ventes, je pense que ça va réaugmenter assez rapidement parce que les gens ont besoin de sens à cette sortie de période de Covid. Et donc voilà, on l'a vu lors de la marche 800 personnes, mais lors des réunions préparatoires pour Nourrir Verviers, eh bien, on a été surpris. On a fait 3 réunions préparatoires qui étaient les mêmes réunions à des moments différents. C'est plus de 100 personnes différentes, représentantes d'organes différents qui ont participé, 100 personnes. C'est juste colossal, on ne s'attendait pas à ça. Ici, on va organiser une réunion vers Malmedy pour essayer de mobiliser aussi le sud de l'arrondissement. Et chaque mois, on organise une réunion pour avancer sur le projet. Donc voilà, il va y avoir des activités qui se dérouleront partout sur l'arrondissement. Et nous, on aura notre QG sur Verviers. C'est quand même le chef-lieu et on voulait symboliquement marquer le coup. On va profiter, Renaud Koetgen, de votre présence ce soir pour évoquer l'histoire d'un grain, cette coopérative dont vous êtes, alors à ce niveau-là, personnellement engagé. Bien sûr, le Ratave, je pense, soutient cette initiative, mais là, c'est plutôt avec votre casquette personnelle que vous allez nous en parler. Alors, vous avez quitté l'arrondissement, vous n'êtes pas loin, vous êtes à Soumagne, donc on est vraiment à la limite. Il y a eu ce déménagement. Pourquoi cette coopérative a-t-elle changé de lieu tout d'abord ? Donc, à l'origine, en 2018, on s'installe à Timistère-Clermont. Donc, c'est les anciens entrepôts Ruet. Au centre de Timistère. Et donc, le site est racheté. On en a parlé sur ces antennes, évidemment, aussi. On en parlera encore, à mon avis. Le site est racheté, on nous demande de partir. Et donc, il y a un projet immobilier qui est prévu, qui va certainement prendre encore des années, puisque c'est plusieurs hectares en plein centre du village de Timistère. Donc, c'est énorme. Mais nous, on ne pouvait pas attendre. On ne pouvait pas se permettre d'encore accueillir une récolte, une moisson. Et donc, on a dû déménager. Ça a été très compliqué de trouver un lieu, finalement, pour s'installer. Et donc, aujourd'hui, on est à Soumagne. On est en bordure de l'arrondissement de Verviers. C'est l'arrondissement de Liège. Mais les céréales sont cultivées sur l'arrondissement de Verviers. Donc on crée des liens entre les deux arrondissements. Alors, année 2022 importante parce qu'il y a ce projet de meunerie en activité que vous nourrissez toujours. Voilà. Donc ici, nous, on a toujours un projet Hall Relais Agricole. Donc c'est un appel à projet auquel on a répondu de la région wallonne. Et donc c'est un subside qu'on doit activer maintenant pour justement
mieux nous installer. C'est-à-dire que là, on est toujours installé de manière précaire. Et donc, très certainement, dans les semaines, les mois qui viennent, on va refaire un appel à coopérateurs pour toucher les gens et pour pouvoir installer une vraie meunerie, ce qui implique évidemment de toucher aussi plus d'agriculteurs en amont et plus d'utilisateurs de farine, que ce soit des citoyens ou des boulangers. Parce que le rôle de cette coopérative, c'est vraiment de retisser du lien sur cette filière céréales. Et ça interpelle. On a des agriculteurs qui nous appellent chaque semaine, voilà, pour voir ce qu'ils pourraient faire pour rentrer dans le projet, etc. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, eh bien, on se rend compte que c'est plus important que jamais. Donc, on a parlé de relocaliser l'alimentation, pardon. Au niveau des céréales, après une journée d'invasion de l'Ukraine, le prix de la céréale avait doublé. Donc je veux dire, c'est urgent de refaire des choses comme ça qui sont des matières premières essentielles à notre alimentation. C'est la base, la céréale panifiable, c'est vraiment la base. On a de la farine, on peut faire beaucoup de choses avec notre farine. Et donc voilà, donc je crois qu'on est dans le bon, je crois qu'il faut vraiment encourager ce genre d'installation. On parle du projet d'Histoire d'un grain. Il y a plein d'autres projets qui sont déjà en route ou qui sont dans les cartons. Moi, je dis, il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller, qu'il faut les soutenir. Avec un objectif pour 2022, quand cette meunerie sera en activité, production de combien? Il y a une idée déjà? Alors, oui, on a fixé des idées. Alors, bon, c'est une réflexion. Nous, on est en mode un peu réflexion post-pétrole, carrément. Et donc, moi, je dis toujours en rigolant, il faudrait que l'agriculteur il puisse amener ses céréales et retourner chez lui en maximum une journée de cheval. Et donc, comme ça, ben voilà, il aura fait l'aller-retour. Et donc, on n'a pas des grandes ambitions au niveau quantitatif parce qu'on ne croit pas à la croissance à outrance. Voilà. Ça a déjà été dit sur ce plateau aussi. Je pense qu'il faut commencer à réfléchir autrement et avoir une vision long terme. Et donc là, nous, c'est quelque chose de l'ordre de 400 tonnes de céréales à l'année qui pourraient être transformées dans notre unité chez Histoire d'un grain. Au-delà de ça, nous, on encouragera d'autres à reproduire le même schéma dans des bassins de vie différents parce qu'on est persuadé qu'il faut redélocaliser. On est allé trop loin dans les centralisations. Il faut redélocaliser et être plus proche des agriculteurs, des boulangers et des citoyens. Ça, c'est essentiel. Merci Renaud Coetgen d'avoir été des nôtres ce soir pour nous partager cette passion dévorante même, j'ai envie de dire, mais ô combien importante. Merci à vous. Et soutien aux maraîchers qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci à vous Renaud Coetgen. Merci de nous avoir suivis. L'info revient demain, 17h avec votre journal Vivre ici et puis demain 18h, votre journal sur Védia. D'ici là, une bonne soirée à toutes et tous. À bientôt.